question de l'accès aux droits. Ça semble totalement naturel de pouvoir faire sa feuille d'impôt en ligne, de pouvoir accéder à ses droits sur Internet. Et en fait, pour une grande partie de la population, ça n'est pas aussi évident que ça et ça n'est pas un acquis naturel. Et c'est de ça que Delphine Bonjour, Adrienne Charmé et Bénédicte Roulier vont nous parler maintenant. Peut-être en introduction, je vais vous dire pourquoi finalement ce sujet concerne bien le Secours catholique. Dans un rapport en 2011, le gouvernement avait identifié 3 types de publics qui étaient impactés par la fracture numérique. Il s'agissait de personnes démunies, c'est-à-dire qui ont un revenu inférieur à 900 €, donc sous le seuil de pauvreté. Des personnes qui sont plutôt peu instruites, 30% de non-diplômés par exemple ne sont pas équipés. Et puis des personnes au-delà de 70 ans. Nous, au Secours catholique, nous accueillons chaque année 765 000 personnes, et avec les familles, nous accueillons en fait 1,5 million, nous accompagnons 1,5 million de personnes. Les 2 tiers sont sous le seuil de très grande pauvreté, c'est-à-dire qu'ils vivent avec moins de 515 € par mois, 11% de vraies difficultés de lecture, d'écriture, et 30% un niveau d'études primaires. Alors, en termes de typologie de public, nous accueillons beaucoup de familles monoparentales, de plus en plus de familles avec des enfants, 45% de personnes seules. Les personnes âgées ne sont donc pas forcément le public le plus important que nous accompagnons, même s'il est en augmentation. En revanche, beaucoup de nos bénévoles sont retraités, ont plus de 70 ans, vivent en milieu rural et sont donc touchés par la fracture numérique. Soit qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique, même s'il y a bien sûr beaucoup de progrès, mais aussi parce que certains ne sont pas équipés. Ce n'est pas qu'ils sont forcément en précarité, mais beaucoup ont des revenus très modestes. Voilà, comme petite introduction. Moi, je vais aborder le sujet effectivement sous l'angle de l'accès aux droits, parce que c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup au Secours catholique. La question donc du non-recours. On dit souvent, à tort, et contrairement donc à beaucoup d'idées reçues, que les personnes en précarité seront souvent des fraudeurs ou des assistés. C'est exactement le contraire en fait qu'on observe sur le terrain. Les personnes en précarité sont souvent en situation de non-recours, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne perçoivent pas les prestations auxquelles elles pourraient avoir droit. C'est ce qui avait été mis en lumière par les associations au moment de la conférence de lutte contre la pauvreté en 2013. Juste 1 ou 2 chiffres. Par exemple, le taux de non-recours au RSA activité, il était quand même de 68%. 68% des personnes qui auraient pu prétendre au RSA activité ne le percevaient pas. Le chiffre est aussi très important, par exemple, pour l'aide pour la complémentaire santé, l'ACS. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des multiples raisons. Il y a tout un travail qui avait été engagé au moment de cette conférence par le gouvernement, par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique et par les associations, tous les acteurs, pour essayer d'identifier ce non-recours. Il y a d'abord la complexité des situations. Il y a effectivement les personnes qui sont sans domicile fixe, qui n'ont pas de domiciliation. L'accès à la domiciliation est difficile encore dans notre pays, dans bien des endroits, même s'il est prévu par la loi. Ces personnes ont des situations qui changent beaucoup, qui sont au RSA, vont trouver quelques heures, sont de nouveau au chômage, vont décrocher un contrat aidé ou un temps partiel, ça change tout le temps. Leur relation avec l'administration peut être difficile, marquée par la méfiance, la peur d'être stigmatisée, mal comprise, de devoir présenter pour la 100e fois les mêmes papiers. Enfin, un certain nombre de ces personnes pensent qu'elles vont pouvoir en fait s'en sortir toutes seules, ou elles n'ont pas envie d'être assistées, donc elles ne demandent pas ces prestations. Alors, est-ce que le développement de l'e-administration est une bonne solution pour diminuer ce taux de non-recours ? Oui, j'aurais tendance à dire bien sûr oui. Nous, évidemment qu'on est très favorable à ce qu'il y ait une simplification des démarches, tout ce qui va dans le sens de la simplification des démarches, pour les rendre plus claires, plus accessibles, y compris d'ailleurs pour les bénévoles qui accompagnent ces personnes en précarité. Ça va dans le bon sens.
Il y a d'ailleurs voilà, des choses qui se font actuellement, certainement Bénédicte en parlera, il y a la création d'un simulateur des droits par exemple qui va permettre à des personnes d'essayer de vérifier qu'elles ont bien demandé les droits auxquels elles pourraient prétendre. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que de plus en plus on associe maintenant les personnes en précarité à l'élaboration de ces outils. Par exemple, pour le simulateur des droits, les personnes qui siègent au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté, qui sont des personnes en précarité, il y a un groupe de personnes en précarité qui siègent au sein de ce CNLE, ont été sollicitées, par exemple, pour donner leur avis sur ce simulateur des droits. Ils ont fait plein de remarques très pertinentes et la copie a été revue et revue pour l'améliorer. Donc tout ce qui va en termes de simplification, c'est sûr que c'est bien, mais nous on voudrait que ça aille beaucoup plus loin, plus vite aussi. Nous on aimerait qu'effectivement on puisse créer des coffres-forts numériques, faciliter les échanges de fichiers pour limiter les démarches des personnes. Les personnes qui sont en difficulté, elles ont du mal à devoir reprouver en permanence, à redonner en permanence leurs papiers. Alors qu'elles ont l'impression qu'elles l'ont déjà donné. Il faut... on avait parlé aussi, par exemple, d'un dossier de demande simplifié. On n'en parle plus. Nous, on a le sentiment que de toute façon, il faut aller beaucoup plus loin, même dans la simplification, en fait, du calcul des prestations. Voilà, ça va de pair. Alors, quelles sont les difficultés qu'on observe en termes d'accès au numérique alors, il y a plusieurs sortes de difficultés. Il y a des difficultés, bien entendu, en matière de formation, de connaissances et puis d'équipement. Les personnes que nous accueillons, on n'a pas une idée très précise de leur taux d'équipement. Certains publics, évidemment, sont sous-équipés. Je pense notamment aux personnes sans papier, qui n'ont aucun revenu. Mais il y a un certain nombre de personnes que nous accueillons, par exemple des mamans, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, ce qui ne veut pas dire que dans leur foyer, d'autres membres de les ados par exemple, sont équipés. Alors pas forcément en ordinateur, mais en smartphone ou éventuellement en tablette. Donc il peut y avoir un manque d'équipement. C'est aussi particulièrement vrai pour toutes les personnes qui vivent en milieu rural, et notamment les plus âgés. Une autre difficulté, c'est la question de l'apprentissage. Il y a on observe un certain nombre de personnes qui sont rétives, pas forcément des personnes âgées, des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais qui ne veulent pas s'y mettre parce qu'il y a des difficultés. Elles pensent qu'au fond, vu le type d'emploi auquel elles postulent, elles n'en ont pas besoin, parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Ça rappelle aussi des mauvais souvenirs d'école, d'apprentissage, peur d'un nouvel échec. Ça, c'est ce qu'on observe notamment dans les équipes qui accompagnent les personnes vers l'emploi, des personnes qui sont loin de l'emploi, qui sont souvent sans qualification ou bien qui sont au chômage depuis plusieurs années. Voilà. Et puis, d'une manière générale, on observe un problème d'accès physique. On voit qu'il n'y a pas encore assez, même s'il y a eu beaucoup d'efforts, c'est vrai, il n'y a pas encore assez de bornes, d'accès public numérique, d'espace public numérique facilement accessible. Et nous-mêmes, on n'est probablement pas assez équipés dans nos associations. D'une part parce que il faut du matériel, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut aussi éventuellement des bénévoles capables d'accompagner si besoin. C'est certain qu'il faut qu'on fasse des efforts dans ce domaine. Il y a d'autres limites que j'aimerais évoquer. Notre première mission au Secours catholique, c'est d'accompagner les personnes dans leur démarche, de les écouter pour identifier leurs besoins et puis qu'elles puissent être actrices aussi de leur démarche. Donc on est très sensible à ces questions d'accompagnement. Le problème, c'est que finalement, la complexité des situations fait qu'au fond, des rendez-vous physiques, un accompagnement physique est aussi nécessaire. Il y a un certain nombre de CAF, je pense par exemple à la CAF de Paris, qui se lance
qui veulent mettre le paquet pour essayer de limiter, par exemple, le taux de non-recours à Paris. Ils ont bien identifié qu'il y avait, au fond, un public particulier qui embolisait ces accueils, qui avait besoin d'être plus accompagné, qui avait besoin qu'on fasse vraiment le point avec eux. Et au fond, ça a embolisé toute la chaîne. Alors, c'est vrai que l'e-administration, paradoxalement, ce qui est même très positif, c'est qu'au fond, comme ça facilite finalement pour le grand public toutes les démarches, tous les moyens dégagés ainsi vont pouvoir permettre d'augmenter l'accompagnement des personnes en précarité. C'est en tout cas ce que visiblement veut faire le directeur de la CAF de Paris. Donc ça, c'est sûr que c'est positif. Il y a la MSA qui a aussi organisé dans toute la France des rendez-vous des droits pour faire un point complet avec les personnes de leur situation et les remettre sur des rails. Voilà. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas... il ne suffit pas en fait de développer en fait les moyens d'accès en ligne. Il ne suffit pas de créer des logiciels si derrière il n'y a pas de moyens humains suffisants. Par exemple, la préfecture du 94 a mis en ligne maintenant un système de rendez-vous pour les personnes, les étrangers qui souhaitent régulariser leur situation. Donc ça, on en est très content d'une certaine façon, puisqu'on se plaint toujours du très mauvais accueil des étrangers, des longues files devant les préfectures dès 4 heures du matin. Oui, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Seulement, si vous avez accès, si vous allez en ligne, et puis que finalement on ne vous donne pas de rendez-vous avant 9 mois ou 1 an, vous voyez le problème. Donc voilà, il y a un problème de cohérence, il y a un problème d'ajustement. Ce qu'on économise d'un côté, il faut quand même derrière qu'il y ait les moyens humains pour avancer. Il ne suffit pas non plus de vouloir de donner l'impression de simplifier en mettant en ligne, par exemple, en vous annonçant pour telle démarche, il faut que vous présentiez tel papier, tel papier, tel papier. Ok, mais si les préfectures derrière, chacune individuellement, vous rajoutent un petit quelque chose, parfois à la main, vous voyez l'incohérence. Voilà, donc c'est ça qu'il faut aussi travailler, je pense, dans les relations avec l'administration. Alors je sais qu'il y a un petit travail au niveau des préfectures sur cette question de l'accueil des sans-papiers aujourd'hui, mais je veux dire que les bras m'en tombaient quand même parfois quand je voyais qu'on réclamait aux étrangers ici ou là, chaque préfet a ajusté la loi comme il le voulait, ça ne va pas. Donc voilà, on a besoin peut-être de cohérence. Mais en tout cas, oui, le développement de l'e-administration est une chance pour les personnes en précarité, pour les bénévoles qui les accompagnent, voilà, s'il y a de la simplification, de la cohérence, de la formation, de l'accompagnement.